Eh bien, bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à la rétrospective de la semaine de votre Canal 4. Et voici le bulletin de nouvelles. Le préfet du conseil de comté de Lac-Saint-Jean-Ouest, M. Louis-Ovid Bouchard, est toujours persuadé que l'agriculture s'en va chez le diable. Il l'a répété mercredi dernier à Dolbeau devant les députés et il a ajouté « Notre UCC est en train de s'embourgeoiser ». Elle a perdu le contact avec le public. M. Bouchard favorise des fabriques de secteur en raison de la grandeur du comté. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Arvida, on a annoncé que le CN se présentera prochainement devant la Commission canadienne du transport pour demander le retrait du chef de gare de Normandin-Lac-Bouchette, Arvida, et celle-ci ne serait considérée que comme abri et entrepôt de messagerie avec concierge. On est d'avis qu'elles sont situées à proximité de d'autres gares qui donnent le même service. On a aussi décidé à la mise en marche de 2 servocentres, soit à Saint-Félicien et Jonquière. Le président de la commission scolaire régionale, M. Rosario Rainville, annonçait que les travaux de la polyvalente de Normandin débuteraient vers la mi-février dès que la température sera plus clémente. Mais, entre-temps, tous les matériaux nécessaires seront transportés sur les chantiers, et ça pour ne pas retarder la mise en chantier qui a déjà passablement retardé. L'on sait que le contrat principal a été accordé à la firme J. Euclide Perron de Chicoutimi. C'est la semaine dernière que se donnait à Dolbeau une conférence de presse par M. C.A. Gauthier, député fédéral, M. Robert Lamontagne, député provincial, et Henri-Paul Brassard, homme d'affaires de Dolbeau. Le principal sujet de la conférence était la fermeture des fromageries de Mistassini ainsi que celle de Normandin, car l'on sait depuis déjà quelque temps que ces deux laiteries sont la cible des dirigeants de grosses associations régionales. Lors du dîner d'affaires de la Caisse d'entraide économique de Dolbeau-Mistassini, M. Guy Drolet a fait part que la firme Philippe Simard et Fils Limité de Dolbeau vient d'adhérer à la Caisse d'entraide économique. Le président a déclaré que cette industrie de chez nous avait prouvé par ce geste son grand souci à la régionalisation des capitaux et les Simard, dit-il, ont toujours été de grands collaborateurs à toutes les causes de développement de loisirs, de culture ainsi que d'économie. Comptant à son emploi plus de 20 employés permanents, nous sommes heureux de saluer cette initiative louable et anticipons la venue de d'autres industriels, je dis bien, à faire comme eux, puisque la Caisse d'entraide est aussi le moteur économique de notre secteur et qu'il faut continuer de le maintenir en état de servir notre population, a conclu M. Guy Drolet. Avis à la population du secteur que le pont de glace reliant Saint-Thomas-des-Dymes à la réserve du parc de Chibougamau est maintenant en fonction. Pour vous y rendre, vous n'avez qu'à vous rendre à Saint-Thomas-des-Dymes, prendre la rue du Pont et suivre les indications sur le long du parcours, je dis bien. Belle initiative de cette paroisse, n'est-ce pas? À noter que la route reliant Gérardville à Saint-Thomas-des-Dymes via Saint-Edmond est déneigée et très bien entretenue pour cette fête. Voici la météo. La température se maintiendra au beau et le ciel restera clair. Le mercure remontera au-dessus des zéros cette semaine et dans le début de la semaine prochaine. Les précipitations seront peu abondantes. Vous verrez aujourd'hui, immédiatement après ce bulletin de nouvelles, une émission sur la conduite préventive. Il s'agit en l'occurrence d'un court-métrage. Faisons ensuite avec la pastorale, avec l'abbé Henri-Paul Lapointe. Il y aura par la suite une émission sur les affaires municipales. Ghislaine Boivin rencontrera M. Louis-Ovid Bouchard, préfet du comté Lac-Saint-Jean-Ouest. Le tout se terminera par une visite dans une maternelle du secteur. Très prochainement, il y aura des émissions sur la botanique, les sports, les loisirs, ainsi que les activités secondaires et beaucoup d'autres sujets qui plairont certainement à la population du secteur. Eh bien, mesdames, messieurs, le Canal 4 vient de vous présenter sa rétrospective de la semaine. Bonjour.
Ici, nous aimerions remercier les élèves du cours secondaire 2 pour la collaboration technique apportée à la réalisation de cette émission. Parmi les 11 prochaines voitures, quelle est celle qui vous causera des ennuis? L'an dernier, un usager de la route sur 12 a eu un accident avec un autre véhicule. Depuis de longues années, les organes de sécurité routière compilent d'innombrables dossiers d'accidents pour tâcher de comprendre comment ceux-ci se sont produits. Ces travaux ont montré que les circonstances dans lesquelles toutes les collisions entre deux véhicules se produisent peuvent se répartir en 6 catégories. Si vous connaissez ces 6 catégories et si vous adoptez le comportement approprié, vous pourrez vous épargner bien des ennuis, bien du temps, bien des frais, et vous sauverez peut-être votre vie ou celle d'une personne qui vous est chère. Vous roulez tranquillement derrière un véhicule, tout à coup il freine. Première catégorie, l'accident avec la voiture d'en avant. Maintenant, c'est vous qui êtes suivi. Vous freinez brusquement. Deuxième catégorie, l'accident avec la voiture d'en arrière. Vous roulez sur la route quand un autre usager roulant en sens inverse traverse la ligne médiane. Troisième catégorie, le télescopage frontal. Vous avez la priorité, mais un autre véhicule vous coupe la route. Quatrième catégorie, l'accident d'intersection. Une voiture vous double, mais son conducteur doit soudain se rabattre dans votre file. Cinquième catégorie, l'accident avec une voiture qui dépasse. Vous voulez à votre tour dépasser. Mais l'autre usager accélère alors qu'un autre véhicule arrive en sens inverse. Sixième catégorie, l'accident avec une voiture que l'on dépasse. Dans ce film, nous parlerons des accidents que vous pourriez avoir avec le véhicule d'en avant. Au moment le plus imprévu, l'usager qui vous précède bloque soudain ses freins. Pris au dépourvu, vous le télescopez. Qu'auriez-vous pu faire? Qu'auriez-vous dû faire? Reprenons cette séquence au ralenti et voyons ce qu'en penserait un spécialiste de la sécurité routière. Le principe fondamental de la conduite préventive est le suivant. Soyez sur vos gardes. Attendez-vous à l'inattendu de la part des autres conducteurs et tâchez de prévoir l'imprévisible. Vous auriez pu apercevoir du coin de l'œil les enfants qui jouaient. Surveillez tous les environs, en avant, sur les côtés. Relevez tous les indices qui peuvent vous laisser prévoir un coup de frein de l'usager qui vous précède. Revoyons encore une fois la situation. Vous roulez trop près de l'autre. Vous avez eu tort de démarrer trop rapidement au feu vert. Quand l'autre usager est reparti, vous auriez dû compter jusqu'à 3 avant d'en faire autant. Voyons maintenant ce qui se serait passé si vous aviez appliqué les règles de la conduite préventive. Vous attendez. 1, 2, 3. Vous démarrez. Vous apercevez des enfants là-bas.
et vous vous préparez à freiner d'urgence en cas de besoin. Il est très facile de s'habituer à garder cette distance. Il est très possible aussi de s'entraîner à toujours être prêt à freiner. Pourtant, la plupart des conducteurs négligent d'acquérir ces deux réflexes si importants. Même les meilleurs se rendent rarement compte qu'il est impossible de s'arrêter sur place. Pour arrêter une voiture, il faut du temps et de la place. Cet ingénieux appareil sert à mesurer le délai de réaction des voitures et de leurs conducteurs. Le véhicule roule à une vitesse convenue. Un examinateur tire soudain un coup de feu. L'appareil lance un jet de craie sur la chaussée et le conducteur applique aussitôt les freins. Dès que ceux-ci commencent à agir, un autre repère de craie apparaît sur la chaussée. L'écart entre les deux marques donne la distance de réflexe du conducteur, c'est-à-dire celle que la voiture parcourt entre le coup de feu et le blocage des freins. D'autre part, l'écart entre le deuxième repère et l'endroit où la voiture s'arrête donne la distance effective de freinage. La voiture utilisée pour l'expérience était en parfait état. La chaussée était bonne et le conducteur était alerte et prêt. Rares sont les automobilistes qui pourraient s'arrêter aussi vite que lui avec leur propre véhicule et sur une route ordinaire. Ne comptez jamais pouvoir en faire autant. Rappelez-vous plutôt quelles sont les distances d'arrêt minimales pour 85% des usagers de la route. L'écart entre la première marque et l'endroit où la voiture s'est arrêtée donne la distance totale d'arrêt, qui comprend la distance de réflexe du conducteur plus la distance de freinage du véhicule. À 20 000 à l'heure, le total de votre distance de réflexe et de la distance de freinage de votre voiture s'établit à 47 pieds au moins. À 50 000 à l'heure, il sera de près de 250 pieds, à condition que la route ne soit ni mouillée ni verglacée. D'abord, vous devez réagir devant la situation, la voir, prendre une décision, porter le pied à la pédale du frein et appuyer. Tout cela vous prendra au moins 3/4 de seconde, votre délai de réaction. Ensuite, il faut considérer la réaction de la voiture. Une fois les freins serrés, la distance qu'elle parcourra encore dépend de son poids, de son état, de celui de ses pneus et de divers autres facteurs. Cette distance, la distance de freinage, s'ajoute à votre distance de réflexe pour déterminer votre distance totale d'arrêt. Sous-évaluer la distance d'arrêt est l'une des erreurs les plus répandues parmi les usagers de la route. Une voiture ne peut pas s'arrêter sur place. Alors, que faire pour éviter l'accident? Eh bien, quand vous suivez une voiture, la distance qui la sépare de vous doit être au moins égale à la longueur de votre voiture, multipliée par le nombre de dizaines de milles à l'heure que vous parcourez. Par exemple, si les conditions de route sont idéales et que vous roulez à 20 000 à l'heure, l'intervalle entre les deux véhicules doit être égal à la longueur de 2 voitures. À 50 000 à l'heure, il doit être de 5 voitures. Et si la route est humide ou verglacée, doubler ou tripler ces distances. Il faut toujours plus de temps pour s'arrêter qu'on ne le croit. N'obligez pas les experts à prendre des mesures en cas d'accident pour voir si vous suiviez de trop près. La meilleure façon d'éviter les accidents est d'être sur vos gardes, de vous attendre à tout et de prévoir ce qui pourrait se produire en surveillant les indices. Sur les routes de campagne, tenez l'œil ouvert pour repérer le triangle rouge de présignalisation qui vous prévient qu'un véhicule lent vous précède. Ce triangle est maintenant couramment utilisé et il vous enjoint de ralentir. Gardez vos distances. Sachez calculer votre distance d'arrêt et réservez-vous toujours assez de place pour manœuvrer et vous arrêter. Préparez-vous plutôt à arrêter. Aussitôt que vous remarquez une situation insolite, n'attendez pas. Mettez le pied sur la pédale du frein.
En pareil cas, les principes fondamentaux de la conduite préventive sont plus impérieux que jamais. Observez, sachez quoi faire et faites-le à temps. Quand vous suivez un autre usager, rappelez-vous toujours que le danger le plus grave est celui d'un arrêt trop brusque de son véhicule. Soyez sur vos gardes, soyez prévoyants, gardez vos distances et préparez-vous au plus tôt à freiner. La prochaine fois que vous prendrez le volant, rappelez-vous ces recommandations et suivez-les. Appliquez les méthodes préventives qui vous éviteront l'accident avec la voiture d'en avant. Le Conseil canadien de la sécurité, en collaboration avec la Jeune Chambre de Normandin, offre à toute la population un cours de conduite préventive qui permettra d'améliorer vos capacités en mettant en pratique les méthodes de prudence et de sécurité adaptées pour les chauffeurs professionnels. Pour vous inscrire à ce cours de conduite préventive, téléphonez à 274-2437. Je répète, 274-2437. Bonjour, je vous présente maintenant l'abbé Henri-Paul Lapointe, animateur de la pastorale pour le secteur de Normandin, qui vous fera part d'un projet d'émission sur la pastorale pour les semaines à venir. Ça me fait plaisir de saluer les fidèles téléspectateurs du Géant. Depuis le début des activités du Canal 4, on a souvent répété que la télévision communautaire devait refléter la vie du milieu sous tous ses aspects. Il est important, on l'a réalisé et on l'a dit aussi cela, de découvrir les dynamismes qui font vivre une communauté. Parmi ces dynamismes, on n'a pas voulu mettre de côté l'activité pastorale qui occupe une place primordiale dans la vie de notre communauté. S'il est vrai que la pastorale est le soin que le peuple de Dieu prend de sa vie collective et de la vie de ses membres, il est bon de se demander comment actuellement on réalise cet objectif dans notre milieu. Il faut par exemple se demander si le peuple de Dieu est en marche, s'il piétine sur place ou même s'il recule. C'est un peu pour ça que pour que chacun de nous ait l'occasion d'une certaine prise de conscience qui pourra nous amener à un engagement peut-être plus profond. C'est pour cela que nous avons accepté de participer à la télévision communautaire. Il est d'abord important de bien s'entendre sur le sens du mot pastoral. Ce n'est pas la messe, ce n'est pas la liturgie, ce n'est pas la catéchèse, ni tel ou tel mouvement. Ça peut être tout cela, mais ça peut être plus encore. Pour apporter quelques lumières sur la vie pastorale, nous allons nous reporter à une émission réalisée il y a quelques mois, lors de la mise en marche de la télévision communautaire. Vous vous rappelez peut-être, cette émission regroupait un certain nombre de personnes, des personnes engagées dans la pastorale au niveau secteur. Ces personnes venaient des paroisses de Normandin, de Saint-Thomas, de Saint-Edmond et de Saint-Méthode. À quelques occasions, au cours de l'émission, on s'est arrêté à préciser ce qu'était la pastorale. Voyons maintenant ce qu'on en dit. Pensez-vous qu'on a réussi, jusqu'à présent, à faire saisir à la population, aux chrétiens de toutes nos communautés, de leur faire saisir un peu que la pastorale, ça les regarde aussi, ça. Ça regarde tout le monde.
ça doit réunir tous les efforts d'une communauté pour organiser la vie de la communauté. Est-ce qu'on a fait saisir ça aux gens, pensez-vous? Nous autres, on sait un peu qu'est-ce que c'est qu'on veut dans la pastorale. On veut provoquer cet effort de participation de la communauté à toute la marche de la communauté. On le sait, ça, nous autres, mais est-ce que les gens savent que c'est ça qu'on veut? Puis c'est ça qu'on essaye de réaliser. Moi, je dirais absolument pas. C'est un travail de longue haleine parce que le but de la pastorale, c'est on veut en faire entrer dans l'esprit des chrétiens que le peuple de Dieu, ce sont eux, alors qu'ils ont ancré au fond de l'esprit que l'Église, c'est le clergé ou c'est la hiérarchie. Alors, quand nous aurons réussi à engager une partie du peuple de Dieu, un groupe de chrétiens, là, on pourra dire, ils ont saisi qu'est-ce que c'est que la pastorale, puis ils auront vécu la pastorale. Ils sont engagés profondément. On est encore très loin. Là, on a des grosses structures qui sont présentes. On se demande des fois si on ne fait pas tellement de voyages, puis tellement de déplacements de monde pour rien. Mais après un certain temps, on s'aperçoit qu'on a réalisé quelque chose, et puis qu'on a des paroissiens qui vraiment sont engagés, s'engagent. Puis on a des réussites des fois qui nous pèpent, qui nous remontent, et puis qui nous enthousiasment dans notre travail. Antoine? Moi, je suis un peu d'avis que les gens font de la pastorale sans trop s'en apercevoir. Si on regarde, par exemple, tous les services qu'on a actuellement dans une communauté paroissiale à partir de la liturgie, en passant par la catéchèse, puis tous les services qui sont offerts, là, prenons le service d'orientation des foyers, de préparation au mariage, le service aux malades, il y a une foule de gens quand même d'engagés activement. Et souvent, moi, je pense que ces gens-là ne réalisent pas qu'ils font de la pastorale alors qu'ils en font véritablement. Parce que, comme on disait tantôt, ces gens-là contribuent à faire vivre une communauté chrétienne, à organiser la vie de la communauté chrétienne. Mais peut-être que c'est pas tellement clair dans leur esprit comme ça peut l'être pour d'autres personnes plus profondément engagées, peut-être. Tant qu'à moi, dans la pastorale, je pense qu'il a fallu d'abord, au début, former des gens, parce que des gens comme moi qui sont arrivés dans la pastorale, comme Madame disait tout à l'heure, qui connaissaient à peu près rien, c'était assez difficile, entouré de prêtres, d'être capable de se déjeuner pour parler, pour s'expliquer, le reste et le reste. Mais je pense qu'on a quand même un bon début de fête, parce qu'on commence aujourd'hui à comprendre. On commence à comprendre que l'Église fait un effort pour avancer. Puis c'est à nous d'essayer autant que possible à faire comprendre ça aux gens, tout en parlant, tout en se rencontrant. Moi, c'est l'effort que j'essaie de faire à toutes les fois que je rencontre des paroissiens. Je ne sais pas si la réussite est bonne. Je m'imagine qu'il y a des fois qu'on en arrache, mais en tout cas, ce qui est fait est fait. Moi j'ai l'impression que peut-être dans l'esprit des gens, la pastorale, ça semble se résumer à la liturgie. Les gens disent la pastorale, c'est l'Église, c'est le baptême, c'est tout ça. Alors que il faudrait avoir dans l'esprit que la pastorale résume en fait toutes les activités de la vie d'un chrétien. Autant dans ses loisirs, dans ses relations avec les amis, dans la charité envers ses voisins, parce qu'on a vécu des expériences l'an dernier, je pense par exemple ce service aux malades dont on parlait tantôt, les gens qui ont vécu cette expérience-là ont trouvé que c'était très enrichissant du côté des malades et les personnes qui ont fait les visites aussi. Et je pense aussi aux réunions qui se sont faites dans les secteurs où les gens se rencontraient entre voisins et puis on discutait de choses et d'autres, pas nécessairement de liturgie, on parlait de tout ce qui intéresse les gens et puis tous les gens se trouvaient emballés par ces réunions-là. Alors ça, c'était de la pastorale. Les gens peut-être ne l'appelaient pas comme ça, mais ça en était tout de même. Ce serait peut-être bon que nous parlions aussi des réalisations qui sont dues au fait que nous avons travaillé en secteur. Parce qu'il y a eu des réalisations qui sont dues au fait des conseils pastoraux paroissiaux, mais il y a des réalisations qui sont dues au fait qu'on a travaillé en secteur. Je pense que c'est important de le préciser, ça, dans l'évaluation de l'année dernière. Là.
Je donne comme par exemple seulement les célébrations pénitentielles. Bon, nous étions partis avec l'équipe des prêtres, nous en avons parlé, parce que l'équipe des prêtres, nous réunissons chaque semaine, tous les lundis matins, régulièrement, nous suggérons certaines choses à cette réunion des prêtres, parce que nous voulons nous aider notre pastoral dans notre ministère, les uns les autres. Mais alors, est sorti de ça aussi la réalisation dans le secteur des célébrations pénitentielles où toute l'équipe des prêtres se déménageait d'une paroisse à l'autre et 4 fois par année. Ça, c'est une des réalisations. Il y a peut-être d'autres réalisations que vous aimeriez signaler aussi pour l'évaluation, là. Est-ce que il y a d'autres choses qui pourraient être relevées, là, comme réalisation qui ont été provoquées par le fait de travailler en secteur? Moi, il y a quelque chose qui est bien important. On remarque partout dans le diocèse beaucoup de difficultés face aux conseils pastoraux de paroisse. Et juste le fait que nous avons travaillé en secteur, ça a été facilité dans le secteur. Et je pense que chacun de nous autres peut le dire, pour chacun de nous autres, le conseil pastoral paroissial, on a vraiment été chercher au secteur de l'aliment. Un autre fait une expérience, comme Denis a signé tout à l'heure, pour l'expérience de Saint-Thomas, de préparation baptême. Et on propose ensuite la chose au conseil pastoral. On a pris l'idée là, et c'est étudié. Alors, chacun des conseils pastoraux, on a profité énormément de ça, là. Je pense que ça, c'est bon à signaler parce que c'est tout de même la base. Le conseil pastoral paroissial, c'est la base. Il faut partir de là. Il faut partir du peuple. Est-ce qu'il y a autre chose? L'effet d'avoir travaillé en secteur, moi j'ai eu à participer avec les prêtres de notre secteur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début de notre assemblée, quelqu'un faisait la lecture de l'épître et de l'évangile du dimanche à venir. Et tout ça en vue de préparer l'homélie. Les prêtres venaient d'accord pour retenir quelque chose qu'on avait entendu lire dans l'épître ou dans l'évangile. À ce moment-là, les prêtres s'organisaient de manière à faire à peu près la même homélie, de parler à peu près du même sujet. C'est encore, moi je trouvais là un travail d'équipe qui pouvait se réaliser rien que par un secteur. Il y a peut-être à signaler aussi, au point de vue unité dans un secteur là, comme le nôtre, là, l'unité de l'enseignement qui se donne. Prenons seulement au niveau catéchèse, l'enseignement de la catéchèse. On tâche de faire l'unité entre l'école, l'élémentaire, par exemple, le secondaire, et ensuite la catéchèse aux adultes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on rejoint à peu près tous les niveaux d'âge du secteur et qu'on donne un enseignement, disons, qui est unifié. Quand on donne un enseignement, par exemple, en catéchèse aux adultes, ben, on sait que cet enseignement-là se donne dans chaque paroisse où ils ont la catéchèse aux adultes. Puis en même temps, on fait le lien entre cette catéchèse aux adultes et celle des jeunes qui se donnent au secondaire. Du fait qu'on travaille ensemble, les prêtres de paroisse et les aumôniers d'école. Ça, je pense que c'est nouveau aussi, puis il faut le signaler. C'est peut-être le seul endroit, dans le diocèse en tout cas, hein, où les prêtres de la paroisse travaillent avec les aumôniers d'école, ou les aumôniers d'école, disons, travaillent avec les prêtres de la paroisse. Je pense que c'est le seul endroit où ça se fait. Alors à ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances d'unité et de permettre, disons, aux générations de se retrouver mieux, hein, je pense. Alors, si maintenant on essayait de faire une évaluation rapide des différents services que la pastorale a développés ou a maintenus ou a animés ou a même provoqués dans nos différentes communautés. Par exemple, au point de vue liturgique, comment les équipes de liturgie là, fonctionnent actuellement? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il y a des choses à remarquer là-dessus, sur les équipes de liturgie? Chez nous, en liturgie, chaque membre a une responsabilité.
soit responsabilité pour les enfants, le groupe qui doivent servir les messes du dimanche ou de la semaine, responsabilité de la chorale, responsabilité des lecteurs le dimanche. De cet échange que nous venons d'entendre, il ressort quelques lignes de force qui, à mon avis, doivent orienter toute l'activité pastorale de notre communauté. D'abord, on tâche de concrétiser, de dire concrètement ce qu'est la pastorale. Ensuite, on parle des avantages qu'on retire actuellement d'un travail de secteur. Et enfin, on élabore quelque peu les services de la pastorale qui assurent actuellement la vie du peuple de Dieu. Nos objectifs dans la participation à la télévision communautaire sont les suivants. Premièrement, donner un reflet de l'activité pastorale du secteur. Deuxièmement, susciter une prise de conscience des responsabilités de tout chrétien. Et enfin, on veut provoquer l'engagement des éléments dynamiques du milieu. Pour cela, nous nous proposons de présenter d'abord un éventail des activités ou des services pastoraux qui sont actuellement donnés dans le secteur ou dans telle ou telle paroisse. On aura par exemple peut-être l'occasion de voir une participation à un baptême communautaire. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la catéchèse aux adultes, ce qu'est le service d'orientation des foyers. On tâchera de vous donner une vue d'ensemble de ces activités-là. Mais aussi, on veut en arriver peut-être à traiter les grands problèmes, les grandes interrogations qui suscitent actuellement l'inquiétude et provoquent parfois de rudes remises en question de la foi, de la pratique religieuse et de toute la vie chrétienne. Eh bien, si un jour ou l'autre, vous avez des suggestions à faire concernant cette émission, nous serons heureux de les accueillir et d'ici ce temps-là, eh bien, je vous convie à regarder les émissions que nous tâcherons de présenter à chaque semaine. À bientôt. Merci. Bonsoir. Nous avons pensé vous présenter une nouvelle série d'émissions intitulée Affaires municipales. Différents sujets y seront traités tels que les budgets municipaux, la fusion des municipalités, le conseil du comté et plusieurs autres. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le préfet du comté, M. Louis-Ovid Bouchard. Bonsoir, M. Bouchard. Bonsoir, Mme Boivin. On entend souvent parler du conseil de comté et de son préfet. Mais après avoir questionné des gens, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le conseil du comté. Alors, vous pourriez peut-être nous informer? En effet, Mlle Boivin, beaucoup de gens ne sont pas au courant et ne connaissent pas véritablement quel est le rôle du conseil de comté, même de ça, comment est formé le conseil de comté. Le conseil de comté, c'est un organisme qu'on pourrait appeler supramunicipal, ou un gouvernement intermunicipal, avec pouvoir exécutif. Contrairement, par exemple, à l'Union des municipalités, qui est une organisation, une espèce d'union, mais sans pouvoir exécutif. Mais le conseil de comté est un gouvernement municipal avec pouvoir exécutif supérieur au conseil local, mais avec beaucoup des pouvoirs des conseils locaux. Le conseil de comté est formé, disons, existe depuis au début du siècle. Ça doit faire environ 70 ans que les conseils de comté sont formés. Vous savez qu'au début, lorsque la province de Québec s'est séparée du Canada, et même lorsqu'elle faisait partie du Haut-Canada et du Bas-Canada, c'est qu'il y avait des paroisses municipales, mais qui n'étaient pas formées en conseil municipal, érigées en municipalité. Alors, à ce moment-là, c'était le conseil de comté qui était
le gouvernement municipal, le conseil municipal, avec les pouvoirs dans chacune des municipalités, des paroisses, pour faire les travaux et représenter la population. En somme, c'était un organisme pour représenter ce qu'on appelait les paroisses non organisées. Mais dans la région ici, le comté, depuis quand est-ce qu'il est formé, le conseil? Il est formé depuis le début depuis que la région du Lac-Saint-Jean était ouverte. Ça fait si longtemps que ça? Ça fait aussi longtemps que ça. Alors, comment est-ce formé le conseil de comté? Eh bien, il est formé d'un représentant qui est le maire de chaque municipalité ou, en l'absence du maire, du pro-maire, qui vient représenter sa municipalité au conseil de comté. Et l'exécutif du conseil de comté, alors le président ou le maire qui est nommé à la tête du conseil de comté s'appelle préfet. Et le préfet, lui, il est entouré de l'exécutif de 3 délégués, qu'on appelle des délégués, 3 délégués. Ces 3 délégués forment le conseil exécutif pour administrer le comté dans des séances, parce que les séances ont lieu tous les 3 mois. Et chaque séance doit avoir lieu au chef-lieu. Chaque séance du conseil de comté doit avoir lieu au chef-lieu. Et supposons qu'à un moment donné que le préfet meurt ou que le conseil de comté refuse de se nommer un président, à ce moment-là, c'est le registraire ou le registrateur qui administre le conseil de comté. Mais ce conseil-là, est-ce qu'il y a une fonction particulière? Oui. Les fonctions du conseil de comté sont délimitées, bien sûr, par le code municipal. Alors, le code municipal lui accorde des pouvoirs qui sont des pouvoirs qui dépassent les pouvoirs d'une municipalité. Par exemple, réglementation des cours d'eau. Supposons qu'il y a un ruisseau qui, par exemple, traverse tout le paroisse Normandin, de Saint-Méthode et de Saint-Thomas. À ce moment-là, ça devient un cours d'eau de comté. À part que si le conseil de comté cède ses droits à la municipalité par règlement pour que le conseil local puisse administrer ce cours d'eau. Supposons, par exemple, qu'il y ait un chemin qui dépasse, entre 2 municipalités. Encore là, si à un moment donné, par exemple, il y a une chicane entre 2 maires ou 2 conseils, puis que le chemin ne se fait pas par rapport à ça, à ce moment-là, le conseil de comté peut intervenir comme arbitre. Et non seulement comme arbitre, il fait faire les travaux qui doivent être faits. Il charge les dépenses de ces travaux suivant leurs responsabilités à chacune des municipalités. Mais c'est un peu des pouvoirs qu'il a, ça? Ben, c'est des pouvoirs, c'est des très grands pouvoirs. Contrairement à ce que les gens se pensent, le conseil de comté est l'organisme avec les pouvoirs, les plus forts pouvoirs d'un gouvernement municipal dans la province de Québec, parce qu'il y a des pouvoirs supra-municipaux. Ah bon. Mais le conseil du comté, lui, tout ensemble, est-ce qu'il y a de l'influence auprès des gouvernements? Ça, c'est une question. Bien sûr, le conseil de comté a une très grande influence auprès des gouvernements, parce que d'abord, disons que c'est les représentants qui forment le conseil de comté, c'est des représentants de choix, parce que je m'imagine que lorsque quelqu'un a été élu par sa municipalité, par ses concitoyens, maire de sa municipalité, à ce moment-là, c'est supposé être représentatif de son milieu. Et lorsque 30 maires, par exemple, comme le conseil de comté de Roberval, interviennent dans un projet quelconque pour appuyer un organisme ou des revendications, à ce moment-là, les gouvernements y pensent avant de refuser ce projet-là, parce que, en fin de compte, c'est une organisation qui est très puissante au point de vue humain. Mais est-ce que vous avez affaire souvent à aller au gouvernement pour toutes ces choses-là? Ah, très souvent, très souvent. Notre conseil de comté, Lac-Saint-Jean-Ouest, par exemple, a présenté, d'abord, disons qu'il y a un organisme provincial qui s'appelle l'Union des conseils de comté, et notre conseil de comté va présenter des mémoires pour avoir encore plus d'influence, la présente à l'Union des conseils de comté, à son congrès, et l'Union des conseils de comté, dans un mémoire qu'il prépare à tous les ans pour le gouvernement, insère ça à son mémoire, et à ce moment-là, ça fait une force formidable au niveau de la province, parce qu'il y a 70 conseils de comté dans la province. Tant que ça? Ah oui, il y a 70 conseils de comté dans la province, Mlle Beauvin.
C'est intéressant à savoir. En tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Bouchard, puis j'espère qu'on va vous revoir parce que j'imagine que seulement sur le conseil du comté, on a encore beaucoup de choses à parler. J'espère que ça va vous faire plaisir de nous revenir. Ça me fera plaisir. Je suis toujours prêt à venir rendre service également dans un domaine où je suis capable de renseigner la population. Merci beaucoup, M. Bouchard. Merci. Dans les semaines qui vont suivre, nous aurons d'autres émissions sur le conseil de comté et aussi sur les affaires municipales de chaque localité. Alors, j'aimerais m'adresser ici aux gens de tout le secteur. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser, vous pouvez communiquer avec moi au numéro 274-2813 ou 274-2633. Nous ferons en sorte que les invités à venir puissent vous satisfaire en donnant réponse à tous vos points d'interrogation. Je répète les numéros de téléphone où vous pouvez me communiquer. 274-2813, qui est l'école secondaire ici, et 274-2633, mon numéro personnel. Cette émission a été réalisée grâce à la collaboration de Claude Delorme, Régent Morin, Martial Larouche, Denis Harvey, Diane Dion, Daniel Hamel et moi-même, Ghislaine Boivin, qui vous dit bonsoir et à la semaine prochaine. Bienvenue à cette nouvelle série d'émissions à la maternelle. Nous espérons que cette émission et les autres dans les semaines à venir sauront vous faire découvrir nos jeunes dans leur atelier de travail. Regardons-les ensemble. Vous avez ici une classe de maternelle? Oui. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous enseignez? En maternelle, on développe l'enfant à tout point de vue, c'est-à-dire qu'on fait une personne équilibrée, quoi, au point de vue social, religieux, physique, intellectuel. Tu joues de la balance? Comment ça se joue, ça? Comment tu t'appelles à la maison? On met des affaires ou encore comment ça pèse. Une. Tu regardes comment ça pèse? Fais-moi le don, va. Les enseignés sur moi. Un corridor, non? Un aquarium. C'est un vêtement, mais... Qu'est-ce que tu as là? Est-ce que ça pèse pareil, là? Ça pèse pareil. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une chandelle.
Une chandelle? Une chandelle de char? Montre donc ton collier, voir. C'est bien beau. C'est toi qui l'as fait? Tu l'as fait toute seule? Oui. C'est gentil. Puis, comment ça va dans ta maison, Linda? Comment ça va ta maison? Attention, Carole, ça va être long. Ça va être long à faire, hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je fais une affaire pour l'ampli. Une pelle? Une pelle pour la neige? Pour ramasser la neige? Oui, pour ramasser le sable. Ramasser le sable. Puis à côté, qu'est-ce que c'est? Une chaudière. Une chaudière pour mettre le sable dedans. Oui, c'est ça. Est-ce que tu fais seulement que ça dans ton dessin? Est-ce que tu aimes ça, la peinture? Oui. Tu aimes ça beaucoup? Oui. Est-ce que c'est ce que tu préfères pour quand tu viens à la maternelle? Oui. Tu préfères la peinture? Tu en fais souvent? Oui. Tous les jours. Est-ce que tu en fais tous les jours de la peinture? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais là, ta peinture? C'est une affaire pour la porter, le poignet comme une sacoche. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Quand j'en viens pour péter le son. Tu fais de la peinture? T'aimes ça? C'est que tu vas nous faire, là? Un bonhomme de neige. Tu nous fais un beau bonhomme de neige, OK? J'en ai fait un autre feuille aussi, moi en avoir 3 chez nous. Tu vas en avoir 3 chez vous? Oui. Tu fais tout bleu, hein? Pas tout bleu. Quelle couleur tu vas mettre? Les boutons et les yeux il va y être rouge. Rouge.
pas les marionnettes dans ça. Ça, c'est amusant. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu fais? Un tracteur qui a un flap. Hein? Un tracteur qui a un flap. Un tracteur qui a un flap. Ah. Est-ce que tu en fais souvent? Non. Est-ce que tu l'as réparé maintenant, là? Oui. Il est long, ton tracteur, hein? C'est un 71. Ah, on les ramasse. Et lui, Lise, tu peux lui aider à ramasser ces choses. Viens me montrer ici. Viens ici, Martin. Viens me montrer. Tu l'as fini? Faut pas que je glisse les lettres. Ah, c'est un restaurant, tu veux? Regarde. Une qui fait des maisons, puis une qui fait de tout ça. Tu fais toutes sortes de choses, hein? Tu fais rien, toi? Tu joues pas? Tu peintures? Ah, on va aller te voir. Pourquoi tu t'es fait ça? À cause, c'est mal à manger. Ah, là, tu la manges comme il faut, hein?